Il y a quelques jours, ils ne se connaissaient pas. Ils sont biologistes, virologues, chimistes, rassemblés dans l'urgence et par l'urgence de l'épidémie. Une trentaine de chercheurs, les meilleurs dans leur spécialité, réunis pour ce qui ressemble à une photo de classe. Ouais, un petit peu. Avec les cœurs. Voilà. C'est pas les cœurs. Leur mission, réussir en quelques semaines à trouver un traitement pour le Covid-19. Ils savent que cette mission est différente de tout ce qu'ils ont pu connaître jusque-là. Le monde les regarde, dans cette institution qui va héberger leurs recherches. Voilà, merci bien, monsieur, dame. Merci. L'Institut Pasteur de Lille, créé à la fin du 19e siècle par Louis Pasteur lui-même, qui fut ancien doyen de la faculté de médecine du Nord. Un lieu mythique dans lequel les scientifiques savent qu'ils n'ont qu'un seul choix, réussir. Par rapport à un projet de recherche habituel très amont, très fondamental, aujourd'hui on s'est donné comme objectif d'avoir un impact clinique, un impact sociétal direct. C'est ça qui est visé. Notre objectif aujourd'hui, c'est de trouver un médicament et de traiter les patients. Le délai est très court. Cette force spéciale scientifique s'est donnée jusqu'à fin juin pour proposer un traitement efficace contre le Covid-19. Leur méthode, le repositionnement. Ils vont chercher dans toutes les molécules pharmaceutiques déjà disponibles celles qui pourraient être efficaces contre le virus sans provoquer d'effets secondaires graves. Et pour cela, l'Institut Pasteur, grâce à son histoire, dispose d'un véritable trésor. Une collection de presque tous les médicaments disponibles aujourd'hui dans le monde. Donc c'est une collection qui est conservée à moins 20 degrés. Ici, donc dans cette pile de plaques, vous avez les 2000 principes actifs de médicaments qui sont aujourd'hui testés sur le virus. Donc on peut voir ici que le format de plaque, en fait, c'est une plaque qui contient 384 puits. Et dans chacun des puits, on a une solution de principes actifs. Les couleurs que vous voyez, ce sont des principes actifs qui sont naturellement colorés. Et donc dans chaque puits, il y a une molécule différente? Il y a une molécule différente qui est un principe actif que l'on retrouve dans des comprimés, dans des gélules, dans des pommades, dans des collyres. Et donc c'est ça qu'on vient mettre sur les cellules qui sont infectées par le virus. Là, on doit couvrir, à mon avis, 75% de ce qui est disponible dans le monde. On estime que la pharmacopée utilisable rapidement chez quelqu'un, donc on appelle ça repositionnable, c'est environ 2500 à 3000 principes actifs de médicaments. L'avantage d'utiliser cette collection, c'est que demain, si on identifie un produit actif, on peut très rapidement se poser la question d'un essai clinique. Terence Béguin et son équipe de chimistes s'occupent de déterminer les médicaments qui vont être testés lors des prochaines expériences. Les virologues sont là, Apteus est présent. Merci à tous de vous être mobilisés maintenant pour cette réunion. On est vraiment en plein dans la partie intense de ce programme. Je voudrais quand même tous vous remercier aussi pour l'énergie que vous mettez dans ce projet. Ce que je voudrais, c'est peut-être qu'on commence par le premier point de l'ordre du jour, qui consistait à faire le point sur les résultats de 15 micromolaires et de 1,5 micromolaires. Les chercheurs présents ont dû mettre entre parenthèses leur propre sujet de recherche pour se consacrer à cette mission spéciale. C'est une démarche basée sur le volontariat. Personne n'était obligé de suivre Benoît Després, le patron de l'équipe. La plupart des gens n'avaient jamais travaillé ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi assez motivant, finalement, de voir qu'on arrive à recruter des gens pour un commando, des gens qui se sont jamais... Quelquefois, des gens ne s'étaient jamais croisés. Le cristallographe, celui qui produit la protéase, il travaille sur Alzheimer d'habitude. Mais voilà, il y a des compétences, et elles sont là, elles sont utiles, et elles peuvent fonctionner tout de suite. Des dizaines d'unités scientifiques comme celle-ci se sont créées à travers le monde depuis le début de l'épidémie. C'est une course contre le virus et aussi une course contre la concurrence. Oui, mais il faudrait quand même agir de façon séquentielle, parce que si on a mélangé deux scripts... on n'est pas sur 3 ou 6 mois, on est sur une histoire de semaines. Il faut absolument qu'on ait des résultats qui se démarquent de ce qui existe. Sandrine Bellouzard est une des virologues de l'équipe. Elle est l'une des seules scientifiques de l'Institut habilitée à travailler dans le laboratoire de haute sécurité de Pasteur. C'est le seul endroit où il est possible de manipuler le virus. Il est 7 h du matin et Sandrine est déjà à pied d'œuvre. En ce moment, je viens pratiquement tous les jours. Il y a très peu de jours où je suis pas venue. Alors des fois, c'est juste 1 heure ou 2 ou le week-end. Mais oui, il faut quand même venir presque tous les jours. Ouais. Pour moi, il n'y a pas eu de confinement. Les scientifiques travaillent grâce à des cellules vivantes qui vont servir de matière première pour leurs expériences. Sandrine doit les préparer pour les prochains tests. On les appelle des véraux, dérivés de cellules de reins de singe qui facilitent la multiplication du virus. C'est le support de l'infection que vont déclencher in vitro les chercheurs. Ensuite, ils vont ajouter le principe actif du médicament sur ce support vivant. Enfin, ils inoculeront le virus pour observer la réaction. Nos expériences, c'est des expériences qu'on appelle in vitro, donc sur des cellules, des lignées de cellules voilà, qui se multiplient.
et qu'on peut voilà, diviser pour en avoir tout le temps et qu'on utilise en routine pour toutes les expériences. La virologue travaille depuis 2013 sur les coronavirus. Avant, c'est vrai que les coronavirus, ça paraissait peut-être un peu anecdotique en médecine humaine. Pour tout ce qui est financement, c'est vrai que c'était nous, nos projets, on a eu un peu de mal à les faire financer. La virologie, c'est un peu le parent pauvre, même dans les maladies infectieuses. Ce qui allait être plus financé, c'est peut-être justement, oui, tout ce qui est résistance aux antibiotiques. Mais tout a changé. Désormais, la recherche sur les coronavirus est une priorité mondiale. Et les scientifiques doivent s'habituer à ce nouveau rapport à l'opinion publique. L'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu amener des papiers dans le laboratoire. Une des secrétaires en bas nous dit « Ah, c'est bien ce que vous faites ». C'est un peu bizarre de s'entendre dire ça. Finalement, on se sent un peu... Enfin, moi, je sais pas, c'est pas que ça me met mal à l'aise, mais... Enfin, voilà, quoi. On a l'impression que les gens, ils attachent vraiment de l'importance à ça. Et c'est un peu bizarre, en fait, parce que voilà, quoi. On n'était pas habitués à ça. L'équipe s'apprête à lancer une nouvelle série de tests sur le virus. Lors des dernières expériences, ils ont repéré une molécule qui a fait réagir le Covid-19. Il s'agit de confirmer ce premier indice. Sandrine est rejointe par Thibaut Vasselin, un autre membre de l'équipe spéciale. Ils ont quelques heures pour préparer les éléments de l'expérience. Alors, parce qu'on va rentrer dans une salle ici qui est quand même un P2 en fait. Donc voilà, on s'équipe avec d'autres blouses qui vont rester ici, des surchausses et puis des gants quoi. Ouais. Et c'est quoi un P2? Alors ça, c'est des niveaux de confinement. Donc en France, en fait, voilà, puis partout, les niveaux de confinement, ça va de 1 à 4. Et donc il va y avoir des mesures de protection qui augmentent en fonction en fait, du niveau de confinement. 1, c'est le plus bas et puis voilà, 4, c'est le plus haut en fait. Ah, j'ai quasi plus de PBS par contre. Du coup, on fait combien de plaques alors? On en fait 6, tu penses? 7? Ensemble, ils vont préparer les plaques de cellules vivantes dans lesquelles ensuite vont être introduits les médicaments, puis le virus. Je vais faire 130, je pense que c'est bon. On a 10 ml. Dans le liquide rouge se trouvent ces millions de cellules de reins de singe cultivées en amont par Sandrine. Les deux chercheurs doivent les répartir de manière extrêmement précise dans les 384 puits de cette plaque. Chacune de ces cases recevra ensuite un médicament et une dose de virus. L'objectif est de tester le maximum de dosages différents pour pouvoir observer et comparer le plus de résultats possible. À chaque batterie de test, ils ont l'espoir qu'un de ces puits va apporter un résultat prometteur. Des premières lueurs ont été aperçues ces derniers jours. Il faut maintenant les confirmer. Là, j'ai 4, 10, 5. Et là, j'ai 3,5, 10, 5. La moindre faute de dosage pourrait fausser le reste de l'expérience. Des jours de travail perdus dans un contexte où chaque heure compte. Je vais refaire, ouais. Je vais refaire parce que... Ouais. Un seul doute, et Sandrine et Thibaut recommencent la manipulation. Du coup, j'ai dit, il faut 11 ml. Ouais, mais c'est savoir, je vais faire 130. C'est d'ailleurs la crainte de Thibaut. Depuis le début de la mission, il passe ses nuits à analyser et à interpréter les chiffres révélés par les tests. Les résultats de la toute dernière expérience ne sont pas cohérents. Pour lui, quelque chose est incompréhensible. Ceux qu'on a passé en DRC... Il faudrait que je revoie, mais il n'y en a pas eu des masques, il y avait même une EC50. Je vais vérifier justement, parce que j'ai pas eu le temps de recouper les deux. J'ai vraiment fini ça hier soir à minuit et demi, hein, sans rire, donc j'ai vraiment pas eu le temps de recouper. On est vraiment sur des petits formats, faut bien se rendre compte qu'on est là-dessus et qu'on teste des milliers de molécules. S'il y a des petites variations comme ça, en infection, etc., bah, vous avez des variations et vous ne savez pas si c'est un problème technique, purement technique, ou si c'est le résultat en tant que tel. Bon, dans ces cas-là, au pire, on refait. Mais c'est juste que du coup, comme on est sur un planning très court, avec toute cette urgence, etc., c'est vraiment une situation spéciale, donc ça rend les analyses compliquées. L'urgence, c'est bien l'ennemi de ces chercheurs, car habituellement leur travail est basé sur la patience et la remise en cause permanente. Mais cette fois, ils n'ont pas le temps. La société exige un traitement, et la compétition internationale ne leur laisse aucun répit. Tous les jours, Benoît Després, le chef de l'équipe, doit éplucher les journaux scientifiques pour s'assurer qu'une autre équipe ailleurs dans le monde ne les aurait pas déjà doublés. Quand on est sur un sujet très concurrentiel, la veille bibliographique est très importante pour voir où en sont les personnes qui travaillent sur le même sujet, on va dire les concurrents. Encore une fois, de manière à réorienter nos recherches en fonction de ce qui est déjà découvert récemment. Et dans le cadre de la recherche d'un nouveau traitement contre le Covid-19, c'est particulièrement important puisqu'il y a des dizaines d'équipes qui travaillent et qui publient relativement rapidement leurs résultats. Si demain un laboratoire publiait des résultats qui sont très proches des vôtres, ça pourrait conduire à l'échec de votre mission et de vos recherches si jamais les résultats étaient si proches. Vous savez, le travail d'un scientifique, il est mesuré tout d'abord à ses publications,
à leur nombre et à leur impact. L'impact le plus fort sera donné par une revue prestigieuse qui, elle, ne va pas publier une étude qui a déjà été publiée. Une confirmation ne va pas sortir dans un gros canard. Donc si on veut être dans un gros canard, il faut être les premiers. Et c'est là qu'on en tire le maximum de visibilité, le maximum de reconnaissance par nos pairs. Et donc j'imagine de faciliter à financer vos recherches futures. Et associé de manière très intime à la reconnaissance par les pairs, il y a évidemment la capacité de financement. Chaque semaine, l'équipe mène plusieurs séries de tests. Cela demande d'énormes moyens humains et matériels. L'Institut Pasteur est une fondation privée. Son financement dépend des dons du public et des bourses de l'État ou de l'industrie pharmaceutique. Alors, pour les obtenir, rien de tel qu'annoncer des premiers résultats encourageants. Sur le terrain, les chercheurs en sont bien conscients. Le lancement de la série de tests débute dans une trentaine de minutes. Des jours de travail vont se jouer en 2 heures. Tous les membres de l'équipe sont mobilisés pour assurer en temps et en heure l'acheminement des plaques de cellules au laboratoire de haute sécurité, c'est-à-dire le P3, le cœur secret de l'Institut Pasteur. Thibaut est en charge du transport des plaques. Pendant ce temps-là, Sandrine se prépare au P3. Donc en fait, on va monter ici Chalteus, donc on va passer par l'entrée là, et pour leur porter, ensuite on ira au P3 qui est là-bas. Donc on fait vraiment faire que les allers-retours là. Les règles de sécurité sont draconiennes. Thibaut ne peut pas transporter les plaques seul. Il n'est pas autorisé à rentrer dans le laboratoire P3. C'est Adeline, habilitée en urgence pour pouvoir remplacer Sandrine si elle venait à être infectée, qui terminera l'acheminement des plaques jusqu'au laboratoire ultra sécurisé. Alors. D'abord, premier arrêt au laboratoire des chimistes de l'autre côté de l'Institut. Bonjour, bonjour. Ça va? On a ramené les cellules. C'est là que les médicaments vont être appliqués sur les cellules. Il faut faire très vite. Chaque opération est chronométrée. On dispatche les composés, ça dure un certain temps. Puis ensuite, il faut les amener, qu'elles dispatchent le virus, qui dure un certain temps. Et ensuite, au final, il y aura une lecture qui va aussi durer un certain temps. Et en fait, tout ça doit, d'une plaque à une autre, être exactement le même temps d'incubation. Pour être sûr que les effets qu'on observe, on peut les comparer parce qu'on est vraiment dans les mêmes conditions. Il faut vraiment que les choses soient extrêmement bien réglées et qu'on passe les uns à la suite des autres. C'est bon ? Alors là, je viens de passer à Loïc les plaques qui contiennent les cellules et sur lesquelles on va distribuer des composés à tester. Et ensuite, il y aura sur ces cellules distribution du virus. Là, c'est vraiment l'envoi de la chimiothèque des 2000 composés environ qui est réalisé avec cette façon. Dans leur laboratoire sécurisé, les chercheurs de Pasteur ont accès à des robots qui leur permettent de réaliser un très grand nombre de tests à la fois. C'est presque unique en Europe. À la différence des autres équipes dans le monde qui travaillent au repositionnement, les chercheurs de Lille ne se contentent pas de tester les médicaments antiviraux. Ils font le pari que sur les 3000 molécules de médicaments disponibles, de l'antibiotique à l'antidouleur, au moins une aura un effet inhibiteur sur les récepteurs du Covid-19. C'est peut-être un pari fou, mais les premiers résultats sont intéressants. Adeline reprend le flambeau. Désormais, c'est elle qui est en charge des plaques. Voilà, là, on les emmène vraiment dans le P3. D'accord, ok, bon bah voilà. Adeline doit se rendre seule jusqu'au laboratoire. Nous n'avons pas le droit de filmer le chemin qui l'y emmène. Aucune indication sur l'emplacement du laboratoire ne doit être divulguée au public. Les virus qui y sont conservés et manipulés peuvent être considérés comme des armes biologiques potentielles. Sandrine est déjà à l'intérieur du laboratoire, tout équipée. Bien sûr, nous ne pouvons pas rentrer avec elle. Nous suivons l'expérience en caméra embarquée. Les plaques sont prêtes à être infectées. La virologue n'a que quelques minutes pour tout préparer. Malgré l'urgence, elle ne doit laisser aucun détail au hasard. Des virus hautement pathogènes se trouvent dans le laboratoire. Yeah, we need to take out the virus. Le virus du Covid-19, le voici, congelé à moins 80 degrés. Réchauffé, il est transformé en cette solution liquide orange pour pouvoir ensuite être dispersé sur les plaques. La manipulation très sensible ne dure qu'une dizaine de minutes. Les plaques infectées vont rester en sécurité dans le laboratoire jusqu'à ce que les médicaments agissent. Ensuite, c'est Thibaut Vosselin, le biologiste moléculaire, qui va récupérer les résultats chiffrés pour les analyser. Les déchets produits par les manipulations de Sandrine
sont décontaminés selon une procédure très stricte. Le laboratoire P3 est soumis à des mesures de sécurité scrupuleusement encadrées. Toute une équipe de techniciens est assignée à plein temps à l'entretien et à la surveillance du laboratoire. Robin Pratt est le garde ce jour-là. Ils sont décontaminés par la chaleur. Ils vont être chauffés à 134 degrés pendant 45 minutes. Et une fois que si le palier est atteint pendant le temps voulu, ils sont propres, il n'y a plus de risque pour l'environnement. Il faut toujours avoir quelqu'un en présentiel qui ne soit pas forcément dans le laboratoire. On peut avoir un problème lors d'une manipulation, un chercheur qui vient juste à renverser un tube, etc. Où là, nous, on va devoir entrer dans le laboratoire, le désinfecter, mettre en sécurité la zone, désinfecter, checker qu'il n'y ait pas de souci, avant de pouvoir réouvrir et reprendre les manips normalement. On a de la confidentialité sur le lieu, sur les souches manipulées à l'intérieur, sur les personnes qui travaillent pour éviter le bioterrorisme. C'est une menace qui n'est pas du tout à négliger, surtout dans les temps actuels. Le biologiste rentre tout juste de l'Institut Pasteur. Il a hâte de consulter les résultats de la toute dernière expérience. La journée, en fait, elle est rarement finie. Elle commence souvent le soir. Très honnêtement, non, elle finit rarement. C'est un peu des journées spéciales. Et donc, toi, quand tu reçois les résultats, ça ressemble à quoi? Chaque ligne ici représente un puits particulier. Pour donner un exemple, depuis à peu près un mois, ça représente environ 17 000 lignes analysées. Et pour chacune de ces lignes, il faut faire les calculs, évidemment, vérifier que les contrôles sont bons, faire les calculs et ensuite les mettre sur les graphes. Le fait est que, malgré ce qu'on pense de la recherche, on suit quand même un rythme biologique et on ne peut pas aller plus vite que la musique, malheureusement. On a aussi ces habitudes hollywoodiennes, j'ai envie de dire, qui font qu'ils mettent tout dans une machine et d'un coup on a une belle image avec bientôt le virus qui vous fait signe. Et c'est toujours un peu cette limite assez fine entre la perception de la science comme de la science et comme de la magie en fait. Les délais semblent impossibles à tenir, mais les scientifiques continuent et s'accrochent. Déjà une dizaine de semaines de travail pour cette force scientifique spéciale. Aujourd'hui, tout le monde se réunit pour le point hebdomadaire. C'est le moment de présenter les résultats obtenus lors de la dernière série de tests. Donc je vous propose de commencer avec ce premier point qui était le déroulement du n égale 2 pour toutes les DRC. Si on regarde le nombre de noyaux n égale 1, donc celui en pointillé, donc il n'a pas voulu me refaire le graphe, on voit que malgré tout, à mon sens, elle se superpose. Sur le nombre de noyaux, je suis pas d'accord avec toi. Hein, la courbe en pointillé, enfin la courbe violette ne se superposerait pas avec la courbe en pointillé noir. Hein. Et même celui un peu après, effectivement, je pense que les esprits s'animent à l'annonce des résultats présentés par Thibault. On voit ici qu'il rétablit le nombre de cellules et qu'il diminue quasi à zéro le pourcentage de PI. Finalement, on est vraiment au bas de la courbe. Pour la première fois, une molécule semble avoir fortement agi sur les récepteurs du Covid-19. Je trouve que là, c'est déjà une expérience qui permet de voir des choses et qui, moi, m'encourage à continuer à rechercher des synergies dans ce qu'on a. Ces dernières semaines s'avèrent fructueuses puisqu'on commence à avoir une idée de molécules potentiellement intéressantes. Et il s'agit maintenant pour nous de les caractériser au maximum, sur un maximum de modèles, pour, comme je le disais tout à l'heure, être les plus convaincants possibles et vraiment justifier qu'on les essaye dans le cadre d'un essai clinique. Donc voilà le travail qu'on doit mener maintenant les jours qui viennent pour sélectionner le meilleur candidat, le ou les meilleurs candidats. On connaît très bien le profil de sécurité de la molécule. C'est une molécule qui est très sûre, qui a très peu d'effets secondaires et qui sera beaucoup plus sûre d'usage que tous les candidats médicaments qui sont actuellement testés. La force spéciale de Lille est plus que jamais dans la course mondiale contre la pandémie. Et dans cette compétition, tous les coups sont permis. Donc moi j'en venais même à la possibilité de coder les résultats, de ne plus employer le mot Covid sur nos serveurs, parce que je pense que qu'il doit y avoir des robots et des espions automatiques de hackers qui regardent ce qu'on fait. Quand on voit les sommes qui sont mises par le gouvernement américain pour trouver des choses, et le peu de choses qui sortent, en tout cas pour les traitements, pour les vaccins, il y a énormément de choses qui sont en route, je pense qu'il y a une vraie pression, donc il faut maintenir vraiment tout ça très très confidentiel. Ce soir-là, les fenêtres de l'Institut Pasteur de Lille sont restées éclairées un peu plus tard que d'habitude. Bien sûr, le chemin est encore long. Il faudra confirmer ces résultats in vitro, puis réussir des tests cliniques pour valider sur des malades. Et cela peut aller très vite, car ce médicament est ancien, ses effets secondaires déjà bien connus. Beaucoup d'incertitudes encore, mais dans cette nuit printanière,
l'espoir s'est enfin allumé parmi cette équipe de chercheurs.